Vacances sur la Côte d'Azur depuis hier pour le président Giscard d'Estaing et sa famille, des vacances qui marquent un entracte dans la vie politique française. Ancien ministre du général de Gaulle, M. Christian Fouché, qui est mort à Genève la nuit dernière des suites d'une crise cardiaque, était âgé de 63 ans. Dans quelques heures, le nouveau président des États-Unis s'adressera aux 535 membres du Congrès américain pour leur définir les grandes options de sa politique. C'est officiel, la Guinée-Bissau est indépendante depuis aujourd'hui. C'est donc le premier des territoires portugais à ne plus dépendre des autorités de Lisbonne. Une certaine accalmie enregistrée sur le front des incendies, notamment en Corse, mais compte tenu de l'envergure de ces incendies, des motifs d'inquiétude demeurent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Coupé par le 15 août, qui tombe jeudi prochain, cette semaine, qui est déjà une semaine traditionnellement calme sur le plan de l'actualité, alors que la plupart des Français sont en vacances, cette semaine devrait donc être marquée par une activité politique extrêmement réduite. Il n'y aura pas de Conseil des ministres mercredi prochain. Le président de la République se trouve d'ailleurs en vacances depuis samedi soir et pour une huitaine de jours dans une villa de la Côte d'Azur. Depuis qu'il est arrivé dans la villa, Primavera, qui surplombe la mer, le président n'est pas sorti de la propriété qui dispose d'un court de tennis et d'une plage privée. Si pourtant il est sorti, mais à la nage, M. Giscard d'Estaing et toute sa famille ont rejoint ce matin un bateau au large pour aller nager et faire de la plongée au large de Menton. Cette villa, qui appartient à des amis du président, est entourée d'un parc de 4 hectares. Depuis samedi, un certain nombre de nos confrères, surtout photographes, sont dans les parages, on vient de les voir, pour essayer de faire des photos du président en vacances avec sa famille. Il est possible, dit-on, que quelques-uns de nos confrères soient reçus demain par M. Valéry Giscard d'Estaing. En France, aujourd'hui, l'actualité a été principalement marquée par la mort de M. Christian Fouché, qui fut pendant de nombreuses années ministre du général de Gaulle. M. Christian Fouché est décédé hier soir des suites d'une crise cardiaque dans l'hôpital de Genève où il avait été transporté, alors qu'il se trouvait en vacances à Évian. M. Christian Fouché était âgé de 63 ans. Un gaulliste historique, un gaulliste orthodoxe et inconditionnel, tel était Christian Fouché. Compagnon du général, il l'est dès la première heure en juin 40 et il le restera jusqu'au bout. Après la guerre, il est un des principaux animateurs du RPF et si en 54 il appartient quelque temps au gouvernement Mendès France, c'est en 58, avec le retour de Gaulle, que démarre sa véritable carrière politique. Sous De Gaulle, Fouché sera l'homme des missions difficiles. En 61 d'abord, quand il préside la commission des 6 pays du marché commun, le plan de coopération politique qu'il présente et qui porte son nom est un échec. Nouvelle mission délicate l'année suivante, puisque De Gaulle le nomme haut-commissaire de la République en Algérie. C'est en 62, l'année des attentats OAS et de l'indépendance. Après l'Algérie, la tâche que lui confie De Gaulle n'est pas moins facile, réformer l'enseignement et régler le problème étudiant. D'abord comme ministre de l'Éducation nationale, où il reste plus de 4 ans, 4 années difficiles puisqu'elles précèdent la tourmente de 68, ensuite comme ministre de l'Intérieur au moment où éclatent les événements de mai. Après 68, sa carrière est celle du simple député de Meurthe-et-Moselle. Très marqué par le départ et la mort du général de Gaulle, il prend ses distances à l'égard du président Pompidou et quitte l'UDR en 71. Pour lui, pas de compromis possible, aucun principe gaulliste ne doit être abandonné. Il fonde alors le Mouvement pour l'avenir du peuple français et son dernier acte politique est sa candidature à l'élection présidentielle. Il y renonce finalement en faveur de Jacques Chaban-Delmas. L'après-gaullisme s'est ouvert et s'est déroulé dans l'équivoque et dans le mensonge des partis. L'après-pompidolisme s'ouvre, lui, dans le cliquetis des ambitions inutiles et, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, dans le retour à la pratique des assassinats du sérail et des marchandages du temple. Je ne saurais accepter dans ces conditions d'être un facteur de division pour les Français. L'Europe agricole peut être un pré-conseil des neufs à Bruxelles dès le début septembre.
C'est la proposition qu'aurait faite à nos partenaires européens le ministre de l'Agriculture, M. Christian Bonnet, président en exercice du Conseil. Les Hollandais, pour leur part, avaient souhaité une réunion dès la fin de ce mois. La décision sera sans doute connue demain. Des transports scolaires entièrement gratuits, cet objectif sera atteint durant la présente législature, vient de préciser le ministre de l'Éducation en réponse à 2 questions écrites. Dès la prochaine rentrée, l'État va d'ailleurs relever le taux de sa participation au financement des transports d'enfants. Barrage de routiers sur 10 km à la sortie sud de Châteauroux. Hausse des carburants, charges fiscales accrues, les petits et moyens transporteurs s'estiment victimes du plan d'austérité. De son côté, le syndicat des usagers de la route met les transporteurs en garde contre un recours trop fréquent à cette arme des barrages routiers. Il est en ce moment pas tout à fait 3 heures de l'après-midi à Washington et le président Ford met probablement la dernière main au premier discours qu'il va prononcer devant le Congrès américain tout à l'heure. Il sera alors pour nous 2 heures du matin. Le président Ford sera véritablement face à l'Amérique puisqu'il aura comme audience les 100 sénateurs et les 435 membres de la Chambre des représentants. De plus, le discours sera retransmis en direct par les grandes chaînes de la télévision américaine. Cependant, il faudra sans doute attendre la fin de la semaine pour connaître le nom du vice-président choisi par M. Ford. Ce dernier, tout à l'heure, va définir les grandes options de la politique qu'il entend suivre et dont on sait déjà que pour ce qui concerne l'action des États-Unis dans le monde, cette politique ne devrait pas subir de grands changements. L'une de nos équipes d'envoyés spéciaux aux États-Unis a suivi les premiers pas, si l'on peut dire, du nouveau président américain depuis la démission du président Nixon et écouter ce que l'on en dit dans les salles de rédaction, mais aussi dans les rues. Richard Nixon, le roi maudit, a donc été sacrifié. Tout à coup, purgé de son sentiment de culpabilité, la nation espère regagner la faveur des dieux et sauver la moisson. C'est appliqué à la plus grande démocratie du monde, cette manière un peu peut-être tribale, mais qui résume assez bien les choses et qui exprime l'état d'esprit qui règne actuellement aux États-Unis. L'homme chargé de déculpabiliser et de racheter la nation, c'est ce représentant typiquement moyen de ce pays de citoyens rois qui va sortir de l'église de son quartier où en bon pratiquant, il est venu assister à l'office religieux du nouveau président des États-Unis, Gerald Ford. Quelle est la valeur, quels sont les atouts de ce président par accident qui, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, n'a pas été choisi par le peuple? Premier atout, le capital de confiance que ce qu'on appelle ici la majorité silencieuse accorde presque automatiquement à un nouveau président. Pour preuve, ces réactions des voisins de Gerald Ford dans le quartier d'Alexandria. Je le connais, je suis sûr qu'un jour je pourrai lui dire « Jerry, tu ne nous as pas laissé tomber ». J'espère qu'il sera un bon président. Je suis sûr qu'il sera un bon président. Il prend Dieu au sérieux, tant mieux, car pendant longtemps nous l'avons délaissé. Deuxième atout, Ford, que l'on voit ici sortir de sa résidence privée, une maison comme les autres, est l'honnêteté et la simplicité même. C'est ce dont les États-Unis avaient besoin. Et la presse unanime reconnaît qu'il peut replacer la démocratie américaine dans le droit chemin. Mais l'élite s'interroge sur sa capacité à surmonter les graves problèmes intérieurs qu'il va devoir affronter. Problèmes économiques et sociaux délaissés par l'administration Nixon au profit d'une politique étrangère couronnée de succès. Après 2 ans de laisser-aller, l'inflation atteint ici, comme partout en Occident, des proportions inquiétantes. Inflation aggravée par des perspectives d'une très mauvaise récolte due à la sécheresse qui frappe tout le Middle West américain. C'est sur sa politique à l'intérieur, et non sur la politique étrangère que Henry Kissinger poursuivra, que l'Amérique jugera son président d'ici aux prochaines élections de 1976. Sur la capacité de Gerald Ford, 2 éditorialistes de Washington donnent un avis différent.
D'abord, il faut dire que son premier défi sera de rétablir confiance dans la présidence, parce que c'est ça qui est perdu, c'est ça qui est tellement grave, parce que notre système démocratique comme la vôtre exige certainement la confiance populaire dans l'office de la présidence. Non, Ford, quoi que ce soit, avec ses capacités politiques, intellectuelles, etc., semble avoir l'esprit ouvert, l'honnêteté, la candeur, quand même la bonhomie pour rétablir cette confiance. Il est un homme qui parle lentement, qui n'a pas la capacité d'un Kennedy de parler vite, de penser si vite, mais il est lent, mais je pense qu'il est sagace. Il a une sagacité. Sage. Il est un homme sage. Et c'est un homme sage de cœur, de famille, vraiment sage. Et je pense qu'il a l'habilité, la capacité d'attaquer nos problèmes. Ford arrive avec une réputation d'un homme totalement médiocre. C'était un chef du Congrès, bien aimé, bien respecté, mais jamais considéré ni très intelligent, sans une grande imagination, sans un sens conceptuel. Ça n'a jamais été un type de qui on cherchait pour des idées, quoi. C'était pas un homme d'idées, c'était pas un homme de conception, c'est un gaillard, c'est un homme chic, quoi. Et s'il peut nous servir comme président de tous les défis que nous avons actuellement, je ne sais pas, mais quand même, s'il passe les 2 ans en restaurant la confiance des États-Unis dans leur système de gouvernement, quand même, ça sera quelque chose d'important. Mais je pense que maintenant, il y a une ère d'optimisme. Il y a une ère, allons, marchons maintenant avec notre nouveau président. Le très grave accident d'avion qui s'est produit la nuit dernière en Afrique près de Ouagadougou suscite un certain nombre de questions auxquelles la commission d'enquête devra répondre. D'après un premier témoignage, l'avion avait déjà raté une escale au Nigeria pour des raisons inconnues et n'avait pu se poser à Niamey, au Niger, en raison de mauvaises conditions atmosphériques. Ce témoignage semble laisser supposer que l'appareil s'est trouvé en panne de carburant, ce qui expliquerait que le pilote l'ait posé en catastrophe sur une route. Aux dernières nouvelles, le bilan est de 47 morts. Il y a 13 rescapés qui ont tous été plus ou moins blessés. La Guinée-Bissau est donc la première des colonies portugaises à accéder officiellement à l'indépendance. Ce soir, à New York, la Guinée-Bissau deviendra le 136e membre de l'Organisation des Nations Unies. Il n'est pas exclu d'ailleurs que ce nouveau pays se trouve un nouveau nom, Bissau étant le nom de la ville désignée comme capitale. Et on l'appelait jusqu'ici Guinée-Bissau pour ne pas faire de confusion avec la Guinée, ancienne colonie française, dont la capitale est Conakry. Le nouveau pays recevra entre autres l'appui total des 9 pays du marché commun qui l'ont déjà reconnu officiellement dès ce matin. C'est un événement à la fois dans la vie politique du Portugal et dans l'évolution politique du continent africain, un événement qui survient après 5 siècles de colonisation. C'est donc la fin d'une guerre, une guerre qui durait depuis plus de 13 ans, une guerre aussi que l'on avait un peu oubliée dans les tourments des conflits asiatiques ou israélo-arabes. Une nouvelle nation va donc naître en Afrique, mais il faut déjà souhaiter que la passation de pouvoir n'engendre pas des règlements de compte comme ceux qui avaient ensanglanté l'ex-Congo belge, vous vous en souvenez. La Guinée-Bissau, qui fut pendant 4 siècles la Guinée portugaise, va être rendue à la souveraineté des 800 000 Africains qui y vivent. Il y a longtemps déjà que le Portugal songeait à donner l'autonomie à cette province, le plus petit des territoires portugais en Afrique, mais après Salazar, le régime du professeur Caetano y avait renoncé, et cela pour 2 raisons principales. Premièrement, il ne fallait pas créer un précédent, un exemple de décolonisation qui aurait inévitablement entraîné l'indépendance du Mozambique et puis de la très riche Angola. Et puis, deuxièmement, Lisbonne ne voulait pas céder la place aux puissances communistes qui auraient voulu, dit-on, prendre la relève des Portugais. Ce que Salazar avait refusé, le général de Spinola le concède aujourd'hui, mais à quel prix? Dans ce pays, à peine plus grand que la Belgique et aux ressources économiques plutôt faibles,
le Portugal a perdu proportionnellement autant de soldats que les Américains pendant toute la guerre du Vietnam, et vous allez voir dans quelles conditions. Des combats de guérilla dans la brousse, le plus souvent dans les marécages. Ces hommes restaient 2 ans ici, après 2 autres années de service en métropole, au total 4 ans de service militaire. Avec les conflits en Angola et au Mozambique, la guerre avait fini par engloutir ces dernières années plus de 50% du budget national, et cela dans un contexte économique déjà bien appauvri par l'inflation record qui mettait le Portugal à la même échelle que le Chili ou la Grèce. Ils étaient des milliers de Portugais à déserter cette guerre inutile. Le nouveau gouvernement les a aujourd'hui amnistiés. Un chiffre, il y a 15 fois plus de Portugais à Paris même que sur tout le territoire de Guinée-Bissau. Artisan de la décolonisation, le général de Spinola. Cela semble paradoxal aujourd'hui, mais il était chef suprême de l'armée portugaise en Guinée. Écoutez ce qu'il disait de ses adversaires, les rebelles du PIGC. Le PIGC profite surtout de l'appui des pays du pacte de Varsovie et encore de la Chine. Il reçoit de l'armement et cadres militaires, surtout de la Russie et de Cuba. Bien organisé depuis 18 ans, aidé aussi par le Sénégal et surtout par l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, le PAIGC contrôlait ces derniers jours plus de la moitié du territoire face à 35 000 soldats gouvernementaux. Après l'assassinat l'an dernier d'Amilcar Cabral, le voici, le leader et créateur du PAIGC qui avait promulgué une constitution et organisé des élections dans les territoires libérés. Plus de 90 pays avaient reconnu l'État indépendant de la Guinée-Bissau. De cette guerre, les Portugais disaient en rentrant chez eux, « Nous sommes maîtres du terrain pendant le jour, mais la nuit est aux rebelles. » Désormais, ces hommes, ces soldats portugais, ne retourneront plus en Guinée les armes à la main. Alors que tous les feux sont pratiquement éteints en Corse, 1300 hectares sont en flammes dans la région de Poitiers. 600 hectares brûlent dans la forêt de Moulières, au nord de Poitiers, et 700 hectares dans la forêt de Vélèche, près de Châtellerault. 9 casernes de sapeurs-pompiers sont sur place. En Corse, le bilan est lourd. 20 000 hectares de forêt et de maquis brûlés. Selon des spécialistes, l'équilibre écologique de la Corse est rompu. Certaines forêts ne pourront être reconstituées avant 50 ans et même un siècle. Le vent, le beau temps ont fait qu'il était souvent impossible d'arrêter les flammes, ce qui explique en partie l'étendue des dégâts. Jamais les feux de forêt en Corse n'ont pris de telles proportions en si peu de temps, ont déclaré les pilotes de Canadair, qui n'ont pas cessé d'intervenir, et cela dans des conditions difficiles. Dans le nord-est de l'île, 10 000 hectares de maquis ont brûlé en moins de 12 heures. Au sud-ouest de Bastia, où le feu a fait rage toute la nuit, le Golo coule entre deux rives totalement calcinées. Les raisons de ces incendies, souvent accidentelles, mais pour le préfet de la Corse, un certain nombre de ces feux sont certainement d'origine criminelle. Devant l'ampleur du sinistre, 3 compagnies de soldats spécialisés ont été envoyées en renfort par le ministre de l'Intérieur, près de 400 hommes qui sont venus épauler les 2500 sauveteurs, pompiers et CRS déjà sur place. Si la situation s'est améliorée en Corse, l'inquiétude règne encore dans le sud de la France. Dans les Alpes-Maritimes, 7 incendies se sont déclenchés hier en divers endroits du département et ce matin près de Biot. Mais c'est à Ascros que les pompiers ont le plus de difficultés. Le terrain est très accidenté et le front du feu s'étendait ce matin sur une longueur de 4 km. Une
soixantaine d'incendies en 48 heures en Corse, n'est-ce pas inquiétant? Oui, certes, c'est inquiétant et les 12 000 hectares brûlés sont aussi une information inquiétante. Cependant, vous le savez, l'incendie naît de deux facteurs essentiels qui s'appellent la sécheresse du sol et de l'air, et des broussailles, et ainsi que du vent. Alors, ces deux facteurs étant réunis en Corse et sur le continent méditerranéen, il n'est pas anormal qu'il y ait eu de nombreux incendies. 50% de ces incendies seraient, dit-on, d'origine criminelle. Est-ce qu'on l'a vérifié? Le préfet de la Corse serait certainement mieux placé que moi pour vous répondre à cette question. S'il y a eu des incendies d'origine criminelle, et il doit y en avoir nécessairement, tout sera mis en œuvre pour les poursuites, les recherches, par des enquêtes très poussées dans les villages. À ce sujet, je crois que la population devrait pouvoir nous aider sérieusement. Mais 50% est un chiffre bien élevé. Si la cadence de ces incendies continue, est-ce que les moyens sont suffisants actuellement pour y faire face? Je crois que oui. Vous savez, les moyens que M. Poniatowski, ministre de l'Intérieur, a envoyés sont des moyens qui vont permettre à ceux qui sont sur la brèche depuis quelques jours, essentiellement, de se reposer un petit peu. Nous pourrions envoyer d'autres moyens si c'était nécessaire. Je crois que ce n'est pas tellement une question de quantité de moyens que d'organisation locale, les moyens et de repos des sauveteurs. Dans l'arène, dorénavant, les hommes et les femmes seront égaux devant le taureau. C'est tout au moins ce qui ressort de la décision du gouvernement espagnol. Jusqu'alors, les femmes n'avaient le droit que de torer à cheval. Aujourd'hui, elles pourront être à pied pour combattre leur taureau, comme tout matador qui se respecte. Pour Angela Hernandez, que nous voyons ici, et pour ses 5 autres collègues, c'est une victoire. Reste à savoir si l'attrait de l'habit d'or suscitera chez vous, mesdames, de nombreuses vocations. Michel Jazzy, le bilan des athlètes français à Stuttgart est particulièrement décevant, surtout à 3 semaines des championnats d'Europe. Non, c'est un bilan décevant. Vous allez dire par là que l'orgueil des Français est touché. Il est touché car nous n'avons pas remporté ce match triangulaire. Reste à savoir ce que l'on veut faire. Ou bien on va remporter des victoires pour se faire plaisir, ou bien si l'on cherche à progresser. Et je crois qu'on peut progresser dans la mesure où on conclut des matchs importants comme celui de France-Allemagne et France-URSS. Et ma foi, ce match a été positif sur le plan de certains athlètes, nos porte-drapeaux qui vont nous représenter au championnat d'Europe. Il était indispensable car, par exemple, je prends le cas de mon ami Jean-Claude Nallet, qui avait besoin de faire une mise au point après un mois important avec l'American Boulding, des rencontres très importantes, et il s'est aperçu qu'il n'était pas à l'abri d'une défaite au championnat d'Europe. Et cela, ce n'est pas simplement le cas de Jean-Claude Nallet, c'est le cas de plusieurs autres athlètes comme François Traganelli, comme Jean-François Bohème et puis d'autres. Est-ce qu'il y aura des meetings pour essayer de revenir en forme avant ces championnats? Des meetings, il y a des meetings internationaux, il y a un grand meeting important à Zurich bientôt où il y a une grande délégation française. Ensuite, pour d'autres athlètes qui ne pourront pas bénéficier des circonstances de ce meeting important, il y aura un meeting en France qui se fera au stade de Saint-Maur pour parfaire une condition de certains athlètes. Et ma foi, ce sera le dernier rendez-vous des athlètes et le dernier billet, la possibilité de gagner son billet pour les championnats d'Europe de Rome. Jean-Claude Nallet, on peut dire que votre course de Stuttgart a été pour vous un incident de parcours car vous étiez en très grande forme. Enfin, en très grande forme, je ne pense pas que je sois encore en très grande forme, mais j'espère également que c'est un accident de parcours. Il est certain que dès le premier obstacle, j'ai eu des problèmes techniques et, si vous voulez, ma course a été faussée en quelque sorte par le vent contraire et par cette attaque de premier relais qui s'est avérée vraiment catastrophique. J'espère que c'est un accident de parcours, oui, je crois d'ailleurs. Quel est le temps que vous espérez à Rome? Descendre en dessous de 49 secondes? Je ne sais pas, je ferai de mon mieux, on verra. Parmi les satisfactions françaises, il y a eu Guy Drude, bien entendu, au 110 mètres haies. Il y a eu le 4 x 100 mètres et puis Marie-France Dubois. Est-ce que vous avez pensé à un moment inquiéter la championne olympique? Oui, enfin j'ai essayé de faire ma course le mieux possible. Quand je l'ai passée, j'espérais bien gagner. De toute façon, je n'ai pas entendu revenir à la fin, mais c'est pas rien. Elle était plus forte que moi. Elle est plus forte que moi, c'est quand même une championne olympique.
Oui, nos sportifs s'expriment très bien, comme on vient de le voir, mais le problème, c'est qu'ils ne courent pas assez vite. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 22h30. Bonne soirée.